Je vous invite à une plongée dans l'horreur. Dans ma cave, je conserve les archives de 30 ans d'enquête sur les tueurs en série. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire abominable, celle de l'adjudant Pierre Chanal, le célèbre militaire qui a semé la terreur sur les routes de Champagne dans les années 80. Entre 1980 et 1987, 8 jeunes gens disparaissent à proximité du camp militaire de Mourmelon. On découvrira que ces jeunes appelés ont été violés et torturés avant d'être sauvagement assassinés. Et le suspect principal, c'est Pierre Chanal. De ma longue expérience des tueurs en série, je sais que la route facilite les crimes les plus sordides. Pour vous le prouver, je vais vous emmener sur les traces d'un camionneur qui a récemment terrorisé l'Amérique, Bruce Mendenhall. Il a tué 6 jeunes femmes. Ce sont ces tueurs sur la route que je vous propose de découvrir. Je m'appelle Stéphane Bourgoin. Depuis 30 ans, je traque les tueurs en série autour du monde. J'en ai étudié plus de 200. Et j'ai pu en rencontrer personnellement plus de 70 en prison. En France, mais aussi aux États-Unis et au Japon. Psychopathes, anges de la mort et même cannibales. Certains incarnent pour moi le mal absolu. Mon obsession, c'est de comprendre la psychologie des serial killers pour mieux les combattre. Je vous emmène sur les traces de ces tueurs terrifiants. « 3 août 1988. Près de Chalon-sur-Saône. Cela fait plus de 2 heures que ce jeune touriste hongrois, du nom de Palas Falvey, attend qu'un véhicule veuille bien l'emmener vers la Provence. Enfin, un minibus s'arrête. À son bord, un homme musclé, au visage creux, aux cheveux courts. C'est l'adjudant Chanal. C'est étrange. Palas se souvient de l'avoir vu passer 2 heures plus tôt. Chanal l'a dévisagé et il a même fait demi-tour. Pourtant, le jeune homme monte dans le combi sans se méfier. Il a tort. Car l'adjudant a une conduite étrange. Il fait mine de se perdre, s'arrête, fouille dans son coffre. Et soudain, il le ligote avec toutes sortes de sangles, de chaînes, de cordelettes, placées au cou, aux poignets, aux chevilles. Le jeune touriste va vivre un cauchemar, car l'adjudant le pendant près de 20 heures. Presque une journée entière de torture, mais le jeune Hongrois est toujours vivant. Le lendemain, en milieu d'après-midi, Chanal ordonne au jeune homme de se masturber pendant qu'il le filme, comme pour garder un dernier souvenir de sa victime. La suite de l'histoire, c'est le commandant Joël Vaillant, à Reims, qui me la raconte. Bonjour Joël. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Je vous précède. Au moment des faits, cet officier de gendarmerie enquête sur une série de disparitions et de meurtres autour du camp militaire de Mourmelon. En cette fin d'après-midi de l'été 1988, une patrouille de gendarmes de Chalon-sur-Saône est intriguée par un minibus garé dans un champ. Ils sont approchés pour le contrôler. Le conducteur a démarré, ils l'ont arrêté, ils l'ont bloqué. Le chef Genet a fait le tour du combi et par l'interstice des rideaux fermés, il a vu une forme humaine sur une couverture. Il a demandé à ce qu'on ouvre la porte latérale et sous une couverture se trouvait un jeune Hongrois qui était enchaîné, qui une fois libéré va se mettre à genoux au pied du gendarme et qui va dire « He want to kill me », il veut me tuer. Palas Falvey est sauvé. Le jeune Hongrois sera la dernière victime de Pierre Chanal.
l'auteur d'une des séries meurtrières les plus angoissantes que j'ai connues, l'affaire des disparus de Mourmelon. Sur le lieu où tout a commencé, 8 ans auparavant, Mourmelon, un immense camp militaire situé près de Reims. 13 000 hectares entièrement dévolus à l'entraînement de générations de soldats. C'est là que l'adjudant Chanal a été en poste pendant de nombreuses années. Et c'est là qu'au moins 8 jeunes hommes ont disparu dans les années 80. À Reims, j'ai rendez-vous avec l'avocat des victimes de la plupart des disparus. Il s'appelle Maître Chemla et il a passé 20 ans de sa vie sur cet énorme dossier. Tout commence en 1980 avec l'aventure tragique de Patrick Dubois, 19 ans. Il vient tout juste d'être affecté au 4e régiment de dragons de Mourmelon. Patrick Dubois, c'est un jeune appelé du nord de la France, d'une famille très modeste, pas une grande instruction, qui est là depuis 1 mois. Il a un petit peu de mal. Il explique à ses parents dans une lettre qu'il a un adjudant qui est difficile. Enfin, c'est difficile pour lui. Cet adjudant, c'est Pierre Chanal, qui ne rate aucune occasion pour imposer des brimades aux jeunes soldats qui est sous ses ordres. Pour fuir cette ambiance de caserne plutôt déprimante, Patrick Dubois décide d'aller au cinéma. Que se passe-t-il ce jour-là? Aucun témoin ne l'a vu partir. Il s'engage probablement sur les immenses artères du camp de Mourmelon et fait de l'autostop. On n'a plus jamais revu trace de ce jeune homme. Plus personne ne le reverra jamais, ni mort, ni vivant. Dans le nord de la France, les parents de Patrick s'inquiètent. Ils n'ont plus de nouvelles de leur fils. Ils se rendent aussitôt à Mourmelon. La famille de Patrick Dubois vient à la caserne pour demander des comptes. Ils ne sont pas reçus. On leur dit, votre fils il est majeur, ce sont des désertions, on n'a rien à vous dire. Mépris absolu. Et en 83, par la poste, ils reçoivent un petit colis, et dans le petit colis, il y a les affaires de leur fils. Rien d'autre. Pour l'armée, il ne s'agit que d'un déserteur. Il n'y a rien à entreprendre pour le retrouver. Et la police ne sera guère plus efficace. Les enquêtes qui sont confiées à l'époque au SRPJ de Reims ne vont aboutir qu'à essayer de démontrer que personne n'a disparu. Donc, travail policier absolument lamentable. Patrick Dubois, Serge Havet, Manuel Carvalho, Pascal Sergent, 4 disparitions en 1 an et demi. Et comme je l'ai souvent constaté chez les tueurs en série, il y a un scénario type. Un jeune appelé quitte la caserne à pied le vendredi soir pour une permission. Il fait de l'autostop, et puis plus rien. Il se volatilise, et l'armée ne bouge toujours pas. Par contre, les journalistes vont commencer à faire des liens entre les dossiers. Et on va commencer, dans la presse, à parler du triangle de Mourmelon. Les disparus de Mourmelon, ça n'est pas une trouvaille policière, c'est une invention de journalistes. Le triangle maudit dont parle la presse s'étend entre Reims, Châlons-en-Champagne et Suippes. Il est centré sur le camp militaire de Mourmelon. Toujours aucune explication à ces disparitions. Mais l'affaire va rebondir en octobre 1982. Un chasseur est intrigué par une odeur abominable qui vient d'un fourré. Il s'approche et découvre le corps d'un jeune homme, Olivier Donneur, disparu 1 mois plus tôt de la caserne de Mourmelon. Le chasseur court donner l'alerte. C'est le 5e disparu de la terrible liste.
Voilà, ça c'est les articles que j'avais conservés sur l'affaire Chanal. Dans ses archives, le commandant Joël Vaillant conserve aussi les rapports d'enquête et notamment le compte-rendu d'autopsie de ce 5e cadavre. Ce corps, il est sur le dos, en partie putréfié, et il n'a aucune pièce d'identité. Il n'y a pas de trace de sang, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'utilisation d'arme à feu. De quoi est-il mort? Mystère. Et l'autopsie ne permet pas de déterminer les conditions ni les causes de la mort. Des investigations sont menées, bien entendu, dans le milieu militaire, et l'enquête n'aboutit à rien. Les gendarmes interrogent les appelés du 4e régiment de dragons de Mourmelon, car 3 des 5 disparus viennent de cette unité. Et ce que j'apprends est à peine croyable. Le militaire chargé d'organiser les auditions avec les enquêteurs n'est autre que l'adjudant-chef du régiment, Pierre Chanal lui-même. Et à la fin de chaque audition, Chanal prend à part les jeunes militaires et les questionne. Il veut savoir ce qu'ils ont raconté aux gendarmes. Comme beaucoup de tueurs en série que j'ai rencontrés, Pierre Chanal sait parfaitement cacher son jeu. C'était un homme qui fonctionnait sur un clivage, sur une double personnalité. Le militaire parfait, l'homme qui rassurait ceux qui sautaient en parachute avec lui. Pas déviant, increvable, fort, enfin vraiment, voilà, le super militaire. Sa vie, c'était l'armée. Il était très bien noté. Il était très bien apprécié parce que c'était un excellent sous-officier qui remplissait bien ses missions. Et je pense qu'effectivement, avoir un Pierre Chanal comme adjudant d'escadron dans une unité, ça devait être très réconfortant pour le capitaine qui commandait la compagnie. Il avait un tempérament de guerrier parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait des stages commando et qu'il a terminé major d'un stage commando. Chanal reçoit même 4 décorations. Ça, c'était une facette de Chanal. Et puis, à côté de ça, vous aviez la face cachée, qui était la face sombre de l'individu. De mes 30 années de traque de tueurs en série, j'ai appris qu'ils possèdent quasiment tous une double personnalité et qu'ils savent parfaitement se camoufler. Car le militaire exemplaire dissimule un autre Chanal, inquiétant et violent. Un Chanal qui n'hésite pas à menacer ses hommes d'un pistolet mitrailleur pour leur faire reprendre un exercice dans la neige, vêtu d'un simple slip. En relisant ma documentation, j'apprends qu'en 1976, à l'âge de 30 ans, Chanal a des démêlés avec ses supérieurs. Il a tiré à balles réelles au-dessus de la tête des jeunes sous ses ordres. Ça lui vaut d'être rétrogradé et muté au camp de Mourmelon. Dans la tête du militaire, tout s'effondre. Il se venge sur les appelés, qu'il frappe et humilie. J'ai souvent constaté chez les tueurs en série ce sentiment de frustration, l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Et puis, il y a un aspect déterminant chez Chanal, c'est son homosexualité. Une homosexualité honteuse qu'il enfouit, mais qui ressurgit parfois brutalement. Il arrive à l'adjudant de surprendre ses hommes sous la douche. Parfois même, il les photographie nus en cachette. À certains, il fait des avances sexuelles. À la caserne, j'apprends qu'il vit replié sur lui-même, sans femme, sans amis, sans amant, dans une petite chambre de 12 mètres carrés, son seul domicile. Ses week-ends, c'est dans son combi qu'il les passe. Il l'a aménagé en camping-car et sillonne les routes de la région. Il y prend souvent de jeunes autostoppeurs, seul moment de contact pour cet homme froid et renfermé. Il était particulier parce qu'un soir de Noël, un de ses collaborateurs lui dit venez ce soir à la maison, dans la famille, vous êtes tout seul pour Noël. Non, j'y vais pas.
je reste seul. Hein. Il était seul. Et d'ailleurs, un de ses chefs, il l'avait décrit comme étant un moine soldat. Après 3 ans d'interruption, les disparitions reprennent. Cette fois-ci, c'est un civil, Patrice Denis, dont on est sans nouvelles. Et 1 an plus tard, c'est au tour d'un appelé, Patrick Gache, de disparaître. Le commandant Vaillant se jure de retrouver l'assassin coûte que coûte. On va mener des recherches importantes sur le terrain, dans la région. On va faire ce qu'on appelle le porte-à-porte dans toutes les communes. On va faire des comparaisons également sur tous ces jeunes qui ont disparu avec les centaines de cas de cadavres au niveau national non identifiés. Ensuite, il y a des itinéraires sur lesquels ils disparaissent. Donc on va mettre en place des véhicules banalisés qui vont patrouiller dans les créneaux horaires, etc., pour relever l'identification de toutes les personnes. 400 hommes ratissent la zone, sondent les grottes, les puits, les étangs, peine perdue. Et tout ça ne donne rien. Ces jeunes, ils se sont complètement volatilisés. L'enquête est au point mort. Le gendarme décide alors d'avoir recours au profilage. Je connais bien ce procédé inventé par les policiers du FBI. C'est la toute première fois qu'on l'utilise en France. J'ai rendez-vous avec Jean-Luc Ployer. C'est l'homme qui a dressé le profil psychologique du tueur que la gendarmerie recherche. Le portrait qu'il dessine à l'époque est confondant. Je lui ai dressé quelques critères, notamment quelqu'un de tout-puissant, quelqu'un d'aussi de frustré, avec une quête narcissique très importante. En même temps, je lui avais dit quelqu'un qui peut organiser les choses, qui peut être autonome. Donc moi, je lui avais dit qu'il aille voir du côté des militaires, notamment des sous-officiers, hein, avec effectivement peut-être une propension à l'homosexualité. Le portrait craché du moine soldat, Pierre Chanal. Et pourtant, celui-ci n'est pas encore inquiété, car le tueur au combi brouille les pistes. Août 1987, c'est très loin de Mourmelon, à 130 km au nord, que l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. Un agriculteur qui inspecte ses terres est intrigué par des herbes couchées. Il s'avance et voit de la terre fraîchement retournée. Il gratte et découvre une main, puis des cheveux. Les enquêteurs identifient rapidement le corps. Il s'agit de Trevor O'Keefe, un jeune Irlandais en vacances dans l'est de la France, qui revenait en stop vers son pays. Le jeune Trevor a été enterré très loin du triangle de Mourmelon. Mais qui l'a tué? De ma longue expérience des tueurs en série, je sais que les criminels de la route sont les plus difficiles à arrêter. Ils savent mettre à profit les distances pour entraver le travail des enquêteurs. Le corps de Trevor O'Keefe, la victime, a été retrouvé très loin de là où il a été kidnappé. Près de Saint-Dizier, les enquêteurs retrouvent son sac à dos. Ils acquièrent la conviction que l'assassin s'est emparé du jeune homme dans cette zone et qu'il l'a transporté exprès au nord de son terrain de chasse habituel. On se dit, notre tueur, il a élargi sa zone d'action et il a élargi les cibles, ses proies. Mais pour la première fois, le corps du jeune Irlandais livre des indices. D'abord sur la manière de donner la mort, avec un lien très fin qui sectionne la gorge sans aucune trace de lutte.
on voit un sillon autour du cou. Manifestement, il a été étranglé. Et à partir de ce moment-là, on a, nous, la conviction, c'est que notre pervers sexuel, c'était quelqu'un qui maîtrisait les techniques commando. Les enquêteurs s'intéressent aussi aux traces laissées par la pelle qui a permis d'enterrer le corps. 16 cm de large. Cela peut correspondre au modèle de pelle pliable qu'on utilise dans l'armée. La piste du militaire se confirme. Mais pour identifier Chanal, il faudra aux enquêteurs un coup de pouce du destin. Et un autre drame. Le 1 an plus tard, du jeune autostoppeur hongrois Palas Falvez, dont je vous ai parlé au début. Là encore, le tueur s'est éloigné de son terrain de chasse habituel, car nous sommes à 300 km au sud de Mourmelon. C'est par hasard, lors d'un banal contrôle, que les gendarmes arrêtent Chanal. Son combi garé dans un champ a attiré leur attention. Ce qu'ils vont découvrir à l'intérieur du véhicule, c'est la parfaite panoplie du tueur sadique. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une perquisition dans son combi, il a tout son petit matériel. Il a des goûts de miché, il a de la vaseline, il a des courroies, et il a des liens. Et notamment un lien qui nous intéresse, c'est que lequel il avait enchaîné Falvé, le Hongrois, c'est une petite cordelette reliée à chaque extrémité par des chaînes. Et la chaîne, quand on regarde bien les chaînes, c'est pour permettre une meilleure préhension, et vous donnez plus de force lorsque vous voulez étrangler quelqu'un. Une arme qui fait tout de suite penser à celle utilisée pour tuer le jeune touriste irlandais 1 an plus tôt. Et surtout, il y a une incroyable collection de slips d'hommes, une quinzaine, tous de tailles différentes. Et quand les gendarmes perquisitionnent dans la chambre de l'adjudant, ils en trouvent 15 autres. Certains sont lacérés. Je connais cette habitude des tueurs de garder des trophées en souvenir de leurs victimes. Ça leur permet de revivre leurs crimes en attendant le prochain. Le profil du meurtrier sadique se précise, car les gendarmes saisissent aussi 300 diapositives d'hommes nus. Rappelez-vous, je vous ai raconté que Chanal aimait bien surprendre les appelés sous la douche. Il y a aussi des cassettes vidéo. On y voit dans un ordre chaotique des films homosexuels, des scènes de défilés militaires et des plans où Chanal se filme nu en train de se masturber. Et puis, il y a aussi cette cassette audio qui m'intrigue au plus haut point. Sur une des cassettes, on a des chants, etc. Puis d'un seul coup, on entend Pierre Chanal qui parle. Il parle à une sentinelle en lui disant je vais te frapper, je vais te conduire devant le chef de poste, et puis tu bandes mon salaud. Pourquoi tu ne fais pas les sommations? Suis-moi, mets les mains derrière le dos. Tu es prisonnier. Main sur la tête, sinon je te frappe. Oh, dis donc, tu dégages une drôle d'odeur. Il y a combien de temps que tu n'as pas changé ton slip? Ah, mais tu bandes, mon petit. Et l'enregistrement finit sur un scénario de nature sexuelle avec des bruits qui évoquent de façon évidente une scène de masturbation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un profil criminel évident. Par contre, on n'a pas de preuves. Je vais l'interroger sur la cassette. Il va nier que c'est lui qui parle. Il dit ce n'est pas moi qui parle. Et je lui dis écoutez, dans la cassette, celui qui parle, il est comme vous, il a des tics, il sniffe de temps en temps. Il me dit c'est pas moi, je fais pas ça. Comme j'ai prévu la parade, je l'emmène dans un bureau à côté, où j'ai un magnétoscope, et où j'ai les cassettes, où Pierre Chanal se filme nu, ou en slip, et je lui passe la cassette. Et je lui dis, regardez, si Pierre Chanal n'a pas de tic, comme dans la cassette, il sniffe. Et à ce moment-là, il s'est fâché. Chanal devient comme fou. Il se frappe la tête contre les murs et l'armoire. Il se jette à terre et hurle qu'on veut sa mort. Ce que je pense,
c'est qu'il n'accepte pas que sa face sombre soit dévoilée au grand jour. Il se mure alors dans le silence. Je me demande ce qu'il faut penser de cet enregistrement. Est-ce le son d'une véritable agression ou une mise en scène qu'il fait seul dans sa chambre pour s'exciter? Ce dont je suis sûr, c'est qu'il a ce fantasme d'agresser un autre militaire. Et je ne peux pas oublier tous ces hommes qui étaient sous ses ordres et qui ont disparu. Je veux savoir ce qui se passe dans sa tête. Quelles sont ses obsessions? Pourquoi tant de perversité? Pour cela, je retourne voir Jean-Luc Ployer, le psychologue qui avait dessiné le portrait du moine soldat. C'est lui aussi qui l'a expertisé après son arrestation. Peut-on parler de la vie sexuelle de Pierre Chanal Alors, on peut certainement en parler. D'ailleurs, c'est un noyau très important de sa personnalité, mais certainement pas avec lui. C'est impossible. C'est impossible. Il est totalement verrouillé par rapport à ça. Sa sexualité est totalement clandestine. Son homosexualité, moi je considère que son homosexualité n'est absolument pas aboutie et s'exerce, se vit essentiellement sur un mode sadique, violent, certainement, par rapport à ses conditions d'enfance, à la façon dont il a vu sa mère maltraitée sexuellement. L'enfance, c'est une période clé à laquelle me ramène chacune de mes enquêtes. Celle de Pierre Chanal s'est déroulée près de Saint-Étienne, dans une famille d'agriculteurs pauvres qui vit d'allocations. Cet homme, qui a probablement violé et assassiné sauvagement 8 jeunes autostoppeurs, a été un enfant timide et introverti. Chaque jour, il fait 9 km à pied pour se rendre à l'école. Il est intelligent, mais ne dépasse pas le certificat d'études. D'où plus tard sa frustration. Et le soir, il doit fuir les coups de son père, comme ses 16 frères et sœurs. Une fratrie, 17 enfants, ça veut dire sur une vingtaine d'années à peu près. La maman de M. Chanal était enceinte, accouchait, retour de couche, de nouveau enceinte. C'est ça que ça veut dire. La maman était considérée comme quelqu'un qui faisait des enfants, mais aucune affectivité. En tout cas, c'est la façon dont il l'a perçue. Alors, l'auteur de cette fratrie, c'est son père, qui percevait comme quelqu'un de violent, d'alcoolique, qui rentre à la maison le soir, et j'allais dire, il supposait qu'il y avait des relations sexuelles dans la chambre. Le jeune Chanal est le témoin de la sexualité de ses parents, qu'il entend gémir à travers la porte. Et puis, un père sadique. Un père sadique. Monsieur Chanal m'a raconté qu'il dormait de temps en temps dans l'escalier comme un chien. Quand on parle avec M. Chanal de ses premières expériences affectives, il n'y en a pas. Il a totalement évacué sa famille, de nombreuses années, puisque en fait, très vite, il dit que sa famille, c'est l'armée. En 1976, Chanal a 30 ans quand son père meurt. Il ne vient pas à son enterrement et cesse tout contact avec sa famille. C'est aussi l'année où il se fait rétrograder et muter au camp militaire de Mourmelon, seul face à ses obsessions. Je pense que c'est à ce moment-là que Chanal succombe à son côté obscur. Il reste que Chanal refuse toujours de parler, même si l'étau se resserre. Il était présent sur les lieux de chaque disparition, et les objets trouvés dans le minibus sont compromettants, mais pas de preuves certaines. C'est une bérésinée judiciaire. Cette affaire, c'est un assemblage de petites incompétences. L'expert qui ne sait pas bien faire, le juge qui ne s'intéresse pas, le policier qui décide du résultat de l'enquête avant de la commencer. Et cet empilement d'erreurs, ça se termine par un fiasco pour la justice. Maître Chemla me donne en exemple l'analyse des slips. Il comporte une tache de sperme que la juge fait expertiser. Mais elle commet une erreur en demandant à la place d'une analyse ADN une étude des groupes sanguins. Et quand 2 ans plus tard, on décide de faire la bonne expertise, c'est la catastrophe. Malheureusement, quand on rapporte le slip
qui était tachée. À la place de la tache, il y a un trou. C'est-à-dire que pour faire l'expertise du sperme, on a découpé la tache et elle a disparu. Donc le jour où on fait l'expertise qui sert à quelque chose, il n'y a plus d'expertise possible puisqu'on a fait une expertise destructrice. L'instruction piétine. Chanal fait 7 ans de prison pour le viol du jeune Hongrois. Mais en 1995, il est libéré et le voilà dans la nature sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. C'est finalement l'analyse ADN des cheveux retrouvés dans le combi qui sera déterminante. Après bien des péripéties, d'expertise et de contre-expertise, on identifie l'ADN des 3 dernières victimes. Patrice Denis, Patrick Gache et Trevor O'Keefe. Octobre 2003, Chanal va enfin comparaître devant la cour d'assises de Reims. Après 15 années d'instruction et 23 ans après la première disparition. Je sais combien ce moment est important pour les familles des disparus. Torturées par l'absence, elles vont enfin savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Mais Chanal a prévenu. Si on me juge, je me suis en grève de la faim. Il refuse de comparaître. En réalité, Pierre Chanal avait décidé de conserver la maîtrise des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Après la ronde, il se place des garrots sur les mollets et sur les bras. Les garrots, il les fait avec l'élastique de son jogging. Il a avec lui 2 lames de rasoir, il en prend une. Il se coupe à 2 reprises une artère sur une toute petite plaie et il va mourir sur son lit sous les yeux de 3 policiers qui sont de l'autre côté de la porte vitrée et qui, dans la pénombre, ne se rendent compte de ce qu'il se passe qu'au moment où il est en train d'agoniser. Comment interprétez-vous le de Pierre Chanal? Est-ce l'ultime manière de montrer que Pierre Chanal reste tout-puissant et qu'il décide de sa vie et de sa mort? C'est évident. Moi, il me l'a dit. Il m'a dit, on m'a mis en prison, on me surveille 24 heures sur 24, ça ne me dérange pas. Je me suiciderai quand même. C'est ce qu'il a fait. La toute-puissance, c'est ça. Hein. Et puis, la justice des hommes ne l'intéresse pas. C'est la raison pour laquelle moi je parle psychiquement, en tous les cas, d'un suicide d'orgueil. J'ai encore en tête, là, lorsqu'il avait été filmé lors de son premier procès, lorsqu'il arrive dans le box des accusés à Chalon-sur-Saône, il a un visage extrêmement... Il a beaucoup de tics nerveux. Manifestement, il ne supporte pas. C'est-à-dire, M. Chanal ne supporte pas sa propre image, lorsque ce n'est pas lui qui la décrypte, si vous voulez. Donc ça, on est dans le pervers narcissique absolu. Lorsque ce n'est pas lui qui décide de sa vie et de sa mort, c'est insupportable. Donc il va décider de sa vie et de sa mort. C'était un homme qui fonctionnait sur un clivage, sur une double personnalité. Et ben, il y en a un qui a tué l'autre. Il ne fallait pas que la face cachée puisse apparaître au grand jour. Pour enfouir à jamais sa part d'ombre, Chanal s'est suicidé la veille de la diffusion au tribunal de la cassette audio où il fantasmait sur un appelé. Une fois de plus, il est resté maître du jeu. Pour la justice, Pierre Chanal est à jamais présumé innocent. Dans ma carrière, un autre tueur sur la route m'a particulièrement marqué. Il s'agit d'un camionneur, Bruce Mendenhall. Pendant des années, ce routier a sillonné les États-Unis, embarquant au bord des autoroutes et autostoppeuses pour les violer et les assassiner sauvagement. Je vous emmène aux États-Unis, sur les traces de ce tueur itinérant qui a fait des dizaines de victimes à travers tout le pays au début des années 2000. Nashville, Tennessee, la ville du rock'n'roll, mais aussi le théâtre d'un crime atroce. 26 juin 2007, sur cette autoroute, à quelques kilomètres du centre-ville,
Bruce Mendenhall, 56 ans, se rend au volant de son camion jaune sur cette aire de repos, située dans un quartier malfamé. Je décide de m'y rendre. C'est là que l'impensable a eu lieu il y a 3 ans. Sur ces vastes parkings, où les camionneurs américains s'arrêtent pour la nuit, souvent dangereux, on y trouve sans difficulté alcool, drogue et Les images de cette nuit d'horreur me reviennent peu à peu. Ce soir-là, Bruce Mendenhall s'est garé parmi ses camions. Il écume les allées sombres de ce parking pour trouver une fille à son goût. Son regard s'arrête sur Sarah Hulbert, 25 ans. Il lui propose une passe. La monte dans son camion, sans savoir qu'elle n'en ressortira jamais. À l'intérieur, Bruce Mendenhall la menotte, la frappe et la... Sarah se défend comme elle peut. Au moment où elle tente de s'échapper, il lui tire une balle dans la tête. Elle meurt sur le coup. Mais Mendenhall ne s'arrête pas là. Il compte bien garder un trophée de sa victime et découpe au couteau le tatouage en forme de lèvre qu'elle porte au bas du dos. Puis, tranquillement, le routier remonte dans son camion et continue sa route. Vers 1h du matin, on retrouve le corps nu et mutilé de Sarah sur un tas d'ordures. Par la suite, 5 autres femmes seront tuées dans les mêmes conditions. Mais qui est ce monstre, capable de martyriser une de la tuer de sang-froid et de reprendre la route comme si de rien n'était? Je décide d'en savoir plus sur la prostituée assassinée par Bruce Mendenhall. Car d'expérience, je sais qu'on apprend beaucoup sur un tueur en série à travers le profil de ses victimes. Qui est cette jeune femme? Comment s'est-elle retrouvée prise au piège dans le camion du tueur? Loin des gratte-ciel du centre-ville, je me rends dans l'une des banlieues les plus pauvres de Nashville. C'est cette modeste maison que Sarah partageait avec ses proches. Hello, I'm Stéphane Bourgoin. Sa tante et sa grand-mère ont accepté d'ouvrir pour moi l'album de famille. Oh, this is Sarah. Oui, c'est Sarah, avec ses 2 enfants, juste avant sa mort. Ah. Elle avait l'air tellement heureuse avec ses 2 bébés. C'est tout ce que je peux dire. C'est une photo de rêve. C'est une image du paradis avec ses 2 bébés. Car avant de se... Sarah était une maman épanouie. Elle s'est pour la drogue, pour payer sa drogue. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée sur ce parking, au mauvais endroit, au mauvais moment. La famille me confie aussi un élément clé. En raison de ses activités, Sarah disparaissait pendant des jours, voire des semaines, sans donner de nouvelles et sans que sa famille ne s'en inquiète. Bruce Mendenhall a donc choisi une proie facile, une jeune désorientée et droguée, coupée du monde. À Paris, j'ai rencontré un criminologue juste avant mon départ. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Stéphane, ça va? Oui, très bien. Bon, venez, on a plein de choses à voir. Jean-Pierre Bouchard est un spécialiste des tueurs en série. Il a une théorie sur le choix systématique des par les tueurs de la route. Les victimes potentielles les plus faciles sont les parce qu'elles vont monter, je dirais, naturellement dans le camion, donc elles sont facilement captables avec une promesse d'argent. Ça va être aussi pour lui quelquefois des autostoppeuses, donc là aussi, elles veulent monter et être prises pour se déplacer, donc c'est facile. Mais Jean-Pierre Bouchard va m'apprendre bien plus. Aux États-Unis, Bruce Mendenhall est loin d'être un cas isolé. Beaucoup de tueurs en série auraient sciemment choisi le métier de routier. La caractéristique de la route et des routiers présente des facilités énormes, évidemment, pour être en récidiviste du crime.
parce que d'une part, ce sont des gens qui vont avoir une vie indépendante de leur famille, donc ils ne seront pas sous la surveillance des proches, qui vont se déplacer, certains beaucoup se déplacer, sillonner donc des États extrêmement différents, qui n'ont pas forcément les mêmes systèmes de police, ce qui fait qu'ils pouvaient tuer à un endroit, déposer le corps à un autre par exemple, etc., sans qu'il y ait forcément de recoupement d'informations. Un métier solitaire et mobile, la planque idéale pour un tueur en série. Bruce Mendenhall va largement en profiter. Au volant de son camion jaune, le routier sillonne les États-Unis pour livrer des meubles ou des sacs de ciment. Mais la nuit venue, le chauffeur devient chasseur. 6 juin 2007, Mendenhall est épuisé par un long trajet quand il arrive sur l'aire d'autoroute de Lebanon, dans le Tennessee. Il repère une Samantha Winters, 48 ans. Dans son camion, il lui met un sac en plastique sur la tête et la puis il lui tire une balle dans le crâne et abandonne son corps nu sur un tas d'ordures. Un mode opératoire identique et répétitif. Je reconnais là un trait caractéristique des tueurs en série. D'autant que le scénario va se reproduire encore et encore, au moins 3 fois en à peine un mois. Le 1er juillet 2007, c'est au tour de Lucille Carter dans l'Alabama. La scène de crime est identique. Un sac en plastique, une balle dans la tête, le corps balancé sur un tas d'ordures. À l'époque, ces meurtres créent un vent de panique aux États-Unis. D'autant que la police n'a aucun suspect. À Nashville, tous les chauffeurs de taxi s'en souviennent. So you heard about the Mendenhall case? Yes, the streets were empty from. Il n'y avait plus aucune dans les rues. Vous savez, la télé parlait des meurtres. Alors elles ne voulaient plus sortir. Elles se cachaient, elles étaient terrifiées. D'habitude, on les voit tout le temps dans la rue. Le tueur au camion jaune traumatise l'Amérique. Mais aux yeux de sa famille, le routier est un homme sans histoire. Mendenhall est marié, père de 2 filles. Il a même failli devenir maire d'Albion, la commune de l'Illinois où il vit. Si insoupçonnable que sa fille aînée, Brina, n'a jamais voulu croire à sa culpabilité. Comment a-t-il pu donner le change à ce point? Je me souviens alors des explications de Jean-Pierre Bouchard. Les tueurs en série ont très souvent, mais je dirais même pour les séries longues, c'est quasiment obligatoire, ce double visage. Et c'est la raison pour laquelle leur famille et leurs proches ne soupçonnent pas le fait que leurs proches, et leur père en particulier, puissent être quelqu'un d'aussi extrême. Et c'est la raison pour laquelle sa fille n'a vu qu'une partie du personnage. Le père de famille qui se comporte bien en famille, qui est sûrement un père relativement normal quand il descend de son camion pour aller dans sa maison familiale. Et donc, elle ne connaît pas l'autre personnage, comme la plupart des gens. Et c'est aussi le cas des futures victimes. Hein. Elles font confiance en la personne parce qu'il ne paraît pas dangereux. Toujours en fuite, invisible au volant de son camion, il se fond dans la masse des milliers de véhicules s'arrêtant sur les parkings d'autoroute. Mendenhall ne craint rien. Il se sent à l'abri de la police. Un homme, pourtant, va réussir à remarquer les allées et venues suspectes du camion jaune. Sir. Pat Postiglione. Yes, sir. Nice to meet you. Stéphane Beauvoir. How are you? Nice to meet you. Cet homme, c'est Pat Postiglione, sergent à la police de Nashville. J'ai le privilège de voir avec lui des images exceptionnelles, celles qui l'ont mise sur la piste du tueur. On a regardé toutes les vidéos de télésurveillance de l'aire d'autoroute, mais aussi celles des caméras de sécurité situées à l'extérieur du parking. C'est comme ça qu'on est parvenu à isoler un véhicule, un camion jaune. On a remarqué que ce camion avait fait des allées et venues étranges, exactement dans la tranche horaire où Sarah a été assassinée.
Voilà comment on a pu identifier un suspect potentiel. Mais sur ces parkings, des milliers de camions vont et viennent 24 heures sur 24. C'est très dur de suivre leurs traces. Coup de chance incroyable, le 12 juillet 2007, 2 semaines seulement après le meurtre de Sarah à Nashville, le sergent croise la route du camion jaune, alors recherché par toutes les polices des États-Unis. Sûr de sa toute-puissance, le routier a été assez inconscient pour revenir sur les lieux du crime. Pat Postiglione le prend en filature et l'interpelle. Il m'a ouvert la porte, sa chemise était ouverte et il était pieds nus pour me faire croire que je l'avais réveillé. De toute évidence, il n'avait pas remarqué que je l'avais suivi jusqu'au parking. J'ai remarqué tout de suite des taches de sang sur la portière, mais aussi sur ses ongles. Il a accepté de répondre à mes questions et de faire un test ADN. Il a aussi accepté que je fouille son camion. À l'arrière, dans la cabine, je me suis assis sur son lit. J'ai regardé tout autour de moi et j'ai remarqué la présence de sacs derrière le siège conducteur. Je les ai ouverts et à l'intérieur, il y avait plein d'objets couverts de sang. Apparemment du sang frais. Alors j'ai demandé à Mendenhall pourquoi il y avait du sang dans son camion et dans les sacs. Il m'a répondu qu'il s'était coupé la jambe. Mais quand je lui ai ordonné de me montrer sa coupure, il a soulevé son pantalon et évidemment, il n'y avait rien. Des sacs couverts de sang, mais pas seulement. Ce que Pat et son coéquipier vont trouver dans le camion jaune est terrifiant. Le sergent m'a autorisé à consulter les scellés, conservés dans les archives du commissariat de Nashville. Bonjour, j'aimerais voir les scellés de l'affaire Mendenhall. Stéphane Bourgoin. Dans ce carton, tous les éléments trouvés dans le camion de Bruce Mendenhall. Un véritable musée de la torture. Les menottes avec lesquelles il a attaché ses victimes. La batte de baseball dont il s'est servi pour les frapper, mais aussi une impressionnante collection de couteaux. C'est avec celui-ci qu'il a découpé le tatouage de Sarah Hulbert. Il avait vraiment tous les outils, un véritable kit du crime. Dans le camion, le policier trouve aussi un fusil 22 long rifles et ses balles. Les mêmes que celles retrouvées dans la tête de ses victimes, et une paire de chaussures appartenant au routier. Et bien sûr, elles correspondaient aux empreintes de pas laissées sur la scène de crime. Avec autant d'indices laissés derrière lui, je pressens que Mendenhall fait partie de la catégorie des tueurs psychopathes. Après avoir tué de nombreuses fois, il se sent invulnérable et il commence à ne plus prendre les mêmes précautions qu'au départ. Pour confirmer mon intuition, j'ai rendez-vous au tribunal avec le procureur de Nashville. Tom Sherman? Yes. Stéphane Bourgoin. I'm very glad to meet you. Nice to meet you. Il s'appelle Tom Sherman. C'est lui qui est chargé des poursuites contre Mendenhall. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a laissé de nombreux indices derrière lui. Il était vraiment brouillon à ce point. En effet, il vivait dans son camion et c'est à croire qu'il s'imaginait que jamais on ne le suspecterait de quoi que ce soit. C'était quelqu'un de très sale, son camion était immonde. Il y avait même du sang sur la nourriture et partout dans son camion, même sur le matelas où il dormait et tuait probablement ses victimes. Je ne sais pas si ça fait partie de sa psychose, mais en tout cas, ce n'est sûrement pas un tueur organisé. Mendenhall est si peu scrupuleux que les traces de sang et d'ADN trouvées dans son camion le relient très rapidement à d'autres victimes. Il sillonne les États-Unis. Karma Purpura est tuée à Indianapolis le 11 juillet 2007, puis Lucille à Birmingham, Sarah à Nashville, Samantha à Lebanon, Sherry à Lake Station et Deborah à Atlanta. Mais le tueur va nier en bloc.
Grâce au sergent Postiglione, j'ai eu accès à un document unique, la vidéo de l'interrogatoire de Mendenhall. À droite, on y voit le routier. À gauche, en face de lui, le sergent Postiglione et son coéquipier. Malgré les preuves accablantes qui le relient au meurtre de Sarah, le tueur va leur livrer une version totalement inédite. 2 chauffeurs routiers auraient tué la jeune femme dans son camion et l'auraient contraint à se débarrasser du corps. J'étais sur le parking pour me chercher à manger. En revenant à mon camion, il y avait un corps à l'arrière. Alors je leur ai dit, « Les gars, mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Ils m'ont répondu, « C'est ton problème maintenant, pas le nôtre. » Et qu'avez-vous fait? Eh bien, j'ai nettoyé leur bêtise. Elle était nue, il y avait des vêtements et du sang partout. Elle avait un sac sur la tête. Le serial killer est persuadé qu'il va s'en sortir en accusant à sa place 2 autres routiers. Car il a échafaudé un plan incroyable pour déjouer les enquêteurs. 2009. Alors qu'il attend son procès en prison, on le voit sur ces images négocier avec un co-détenu qui va bientôt être libéré. Mais ce que Mendenhall ne sait pas, c'est que son compagnon de cellule l'a dénoncé à la police. Il a proposé de l'argent à certains de ses codétenus, 15 000 $. Il voulait qu'il tue pour lui les policiers qui enquêtaient sur l'affaire, c'est-à-dire moi et mon coéquipier, mais aussi tous les témoins de l'affaire, en l'occurrence les camionneurs qu'il avait accusés à sa place. Alors au final, en plus de la condamnation à 51 ans de prison pour le meurtre de Sarah, il a aussi écopé de 30 ans de plus pour tentative de complot. Il n'est pas prêt de quitter sa cellule. Je connais bien ce sentiment de toute puissance chez les tueurs en série. Même en prison et accablés par les preuves, ils pensent toujours qu'ils vont être les plus forts, qu'ils vont réussir à tromper la justice. C'est dans cet état d'esprit que Mendenhall a abordé son procès en janvier 2010. La grand-mère de Sarah, la tuée par Mendenhall, se souvient de l'arrogance du tueur en série. À un moment, j'ai levé les yeux par hasard et il m'a fixé et il s'est mis à rire. J'étais vraiment en colère, mais j'ai tout fait pour lui cacher. Alors j'ai tourné la tête. Il a continué à me regarder fixement et il s'est mis à rire. Je ne comprends pas qu'on puisse être aussi cruel. Ni remords, ni compassion. Je reconnais bien là un trait commun à tous les serial killers que j'ai étudiés. À l'issue du procès, Bruce Mendenhall a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Sarah, avec une peine de sûreté de 51 ans. Mais il risque la peine de mort pour d'autres meurtres commis dans d'autres États. Et l'affaire est loin d'être classée. Entre-temps, les enquêteurs l'ont relié à une dizaine de crimes supplémentaires commis sur les routes de l'Est des États-Unis. Pour Bruce Mendenhall, comme pour Pierre Chanal, on ne connaîtra sans doute jamais le nombre exact de leurs victimes, car ces tueurs sur la route ont su brouiller les pistes au cours de leur épopée sanglante. Une chose est sûre, je resterai longtemps marqué par l'image glaçante de ces tueurs solitaires qui, au hasard de la route, ont semé la mort et la terreur.